d'introduire la conférence d'aujourd'hui qui s'intitule À la croisée des chemins, les enfants noirs et le système de protection de l'enfance au Québec. Et notre conférencière est Alicia Bothwain-Kite, qui est professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université McGill. Et ses recherches portent sur le racisme anti-noir dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Alors, c'est une présentation de 35-40 minutes, peut-être un petit peu plus, si j'ai bien compris, mais dans tous les cas, qui sera suivie là, par une période de questions par la suite. Alors, ben, merci beaucoup et bonne conférence. Merci, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, puis aussi au partenariat Famille en Mouvance, à INRS. Je suis très contente de vous voir en grand nombre aussi. Je pense que cela témoigne d'un intérêt et une ouverture, je pense, de parler d'un sujet qui est très politique, mais nécessaire lorsqu'on parle de tout ce qui est le racisme anti-noir. J'ai vraiment hâte de notre discussion et aussi de voir comment justement cette présentation va vous influencer dans vos pratiques et aussi dans vos milieux de travail. Donc, le but, c'est vraiment de alimenter vos réflexions, de vous faire poser des questions et puis de vous laisser aller intervenir auprès des familles noires dans vos pratiques. C'est pas la première fois, en fait, que je présente ces données. Et puis, j'avais envie, en fait, aujourd'hui de faire une présentation en deux parties. La première partie, c'était vraiment de parler très, très, très brièvement je vais essayer, des résultats. En fait, tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des données, des projets de recherche qui ont déjà été publiés. Donc, si vous avez d'autres questions sur la méthodologie, etc., vous pouvez toujours aller en lire. Mais je pense que la partie la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de vraiment utiliser un cadre d'analyse critique pour comprendre ces résultats. Parce qu'on peut avoir des données, mais si on n'utilise pas les données à des fins de transformation, changement, ces données, finalement, ne servent pas vraiment à grande chose. Donc, l'idée, c'était de vraiment mettre en lumière ces données en utilisant un cadre théorique un petit peu plus poussé. Euh, et puis, c'est un petit peu ça. Lorsqu'on parle de tout ce qui est la question de surreprésentation des enfants noirs en sein du système de protection de la jeunesse, on a des données, des résultats, des projets de recherche qui démontrent à quel point que c'est une situation qui n'est pas récente, qui date des années 80. Donc, on peut dire que depuis les années 80, on a remarqué justement qu'on a une situation de surreprésentation des disparités raciales dans la façon que le système de protection de la jeunesse est mis en œuvre. Je dirais que notre compréhension sur le pourquoi, les causes de cette surreprésentation ou ces différences au niveau des disparités raciales, euh, que au fur des années, on a différents, des fois contradictoires raisons qu'on met en avance. Il y a des chercheurs qui disent que c'est une question des besoins. Donc, les familles noires, par exemple, ont des plus grands besoins en ce qui traite peut-être la pauvreté au niveau de tout ce qui est l'immigration. Ça, c'est une autre lecture. Donc, ils ont plus grands besoins qui font en sorte qu'ils sont plus portés à avoir ou vivre des situations de maltraitance. Puis il y en a d'autres chercheurs qui disent que justement, c'est pas une question de besoin, ben, c'est une question de racisme, de préjugés, des stéréotypes, des biais. Et souvent, c'est comme un ou l'autre. Et puis on a tendance à aller sur un ou l'autre et pas comprendre que les deux sont vraiment interreliés.
On a aussi beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis, puis ça, c'est en partie parce qu'aux États-Unis, on a des données qui parlent de justement la race. Ici, au Canada, on n'en a pas. Donc, les données que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des données que j'ai eues en tant que chercheur et tous les données ou toutes les études qui ont été réalisées au Québec, c'était à travers des chercheurs. On a beaucoup ben, pas beaucoup, en fait, on a des projets de recherche qui a été menés en Ontario, Québec, mais si on regarde qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de Québec et Ontario, on n'a pas vraiment des données ou des projets de recherche qui parlent de cette question de surreprésentation des enfants noirs. Et même les données qu'on a, on n'a pas autant. C'est pas comme si on a des milliers-études si on compare à ce que ben, la compréhension du problème aux États-Unis versus ici au Québec, au Canada, c'est pas la même compréhension. D'ailleurs, on a beaucoup d'études qui ont été faites sur la porte d'entrée, donc ce qui traite le signalement, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'études qui a été faites sur justement une fois le système de protection de la jeunesse est impliqué, qu'est-ce qui arrive. Donc, des données plus longitudinales qui nous permettent de constater qu'est-ce qui arrive à la fin, par exemple, d'une intervention en protection de la jeunesse. Et à cause de ça, à cause de notre manque peut-être de compréhension des causes, des études, des données, on a une compréhension de la question de surreprésentation, l'expérience des enfants noirs, des familles noires au sein du protection de la jeunesse, qui est quand même très limitée. Et le fait qu'on n'a pas autant d'informations, autant d'exploration sur ce sujet, pour moi, ça constitue une forme de négligence éthique parce qu'on si on ne sait pas le pourquoi et l'ampleur, comment est-ce qu'on peut vraiment y s'attarder. Alors, je vais essayer de vous présenter. Là, on est rendu au stade où je vous présente les différentes données que j'ai pu recueillir depuis les dernières 5 ans, donc depuis 2020. La première euh, base de données, donc en fait, j'ai deux bases de données. J'ai une base de données qui prend justement le portrait des enfants noirs anglophone sur l'île de Montréal. Et j'ai une autre base de données qui me permet de statuer sur la situation des enfants noirs anglophones et francophones sur l'île de Montréal. Donc, mes études portent vraiment sur l'île de Montréal et c'est parce que c'est là où on voit les enfants noirs en plus grande proportion. Et puis, lorsqu'on essaie d'aller en région, par exemple, ou lorsqu'on quitte Montréal, les résultats ou les analyses qu'on peut faire de façon statistique ne nous permettent pas vraiment d'aller chercher de façon très fine les mêmes analyses parce que le poids des enfants noirs, des familles noires à l'extérieur des milieux urbains est beaucoup trop faible pour aller chercher et sentir le pouls sur tout ça. Donc, ça, c'est une chose que je dois dire, que la plupart des résultats découlent de l'île de Montréal. Puis c'est sûr que ce que j'aimerais ça, peut-être comprendre la réalité à Laval ou peut-être en Montérégie, ça pourrait être intéressant. Mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir des demandes d'éthique pour aller chercher ces données-là. Donc, je peux dire que on se met sur l'île de Montréal, mais je pense que dans un contexte urbain, on risque de trouver les mêmes résultats. Et même si on compare dans un contexte rural, on peut aussi avoir des données, peut-être pas quantitatives, mais qualitatives, dans le sens où on peut trouver des familles noires qui témoignent justement de ces injustices ou ce traitement différencié au sein des protections de la jeunesse. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate pour l'île? Ça, c'est vraiment pour l'île de Montréal, en comparant les enfants noirs anglophones, francophones avec les enfants blancs anglophones, francophones. On voit déjà que le poids en fait des enfants noirs versus les enfants blancs. Donc, si on prend des taux par mille, donc si on regarde pour un échantillon de 1000 enfants, on va voir qu'il y a 8,8 enfants
noirs parmi 1000 qui vont être signalés et retenus en protection de la jeunesse, comparé à 2,2 enfants blancs sur 1000 qui va être signalé et retenu en protection de la jeunesse. Donc, on parle d'une différence de poids d'environ 4 fois. Donc, l'écart ou le poids, différence en poids, c'est 4 fois ça des enfants blancs lorsqu'on parle des enfants noirs. Et aussi à noter, c'est que ça reste quand même stable. Donc, au fil du temps, on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement au niveau de cet écart. Et puis, on peut justement constater que le taux par 1000, si on compare à ce que ça a été en 2001, comparé à 2016, on voit que justement, c'est plus élevé. Puis on voit aussi, lorsqu'on a changé la loi de la protection de la jeunesse, il y a quelque chose qui s'est passé en 2007 aussi, qui a fait en sorte que, à la place de rectifier, si on veut, on voit il y a eu quand même augmentation qui s'est par la suite descendue, mais pas, pas que ça. Lorsqu'on parle de donc qui réfère, on voit qu'il y a des différences au niveau du signalant. Puis ça, je pense pas que c'est nouveau. On sait que pour les familles noires, qu'on est plus porté à être signalé si on les compare avec les familles blanches par les écoles et la police. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je commence à réfléchir ou utiliser un cadre critique tel que le profilage, hein, parce que si on voit qu'on a des différences dans les signalants, puis que c'est les écoles qui vont signaler les enfants différemment lorsqu'on parle des enfants blancs et des enfants noirs, on doit peut-être penser, est-ce qu'on est en train de justement parler de profilage? Et c'est sûr que c'est un discours qu'on utilise plus souvent dans tout ce qui est le milieu de justice. Puis il y a comme une réticence, ou d'ailleurs, en fait, il n'y a pas vraiment d'études qui utilisent ce cadre de parler de profilage dans le contexte de protection de la jeunesse. Et ça, c'est en partie à cause de notre compréhension de protection de la jeunesse étant un système qui protège. Donc, il y a comme une réticence de parler de le système dans des termes plus critiques en tant que profilage. Euh, donc ça, ici, c'est pas nécessaire. Je vais aller parler peut-être que oui. Donc, dans les deux bases de données, donc ça présente un petit peu les détails sur une base. Mais je peux dire pour les deux bases de données, on est dans une période d'environ 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on suit les enfants pour une période de 10 ans. Une fois qu'ils sont signalés à la protection de la jeunesse, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le dossier est fermé? Est-ce que le dossier, il y a eu un placement? Est-ce qu'il y a eu la récurrence? On peut parler aussi des échantillons. Celui pour les enfants anglophones, on peut parler d'un échantillon d'environ 15 000 enfants qui étaient suivis pendant une période d'environ 10 ans. Et lorsqu'on parle de la base de données avec les enfants anglophones et francophones, on peut parler aussi d'une période de 10 ans, mais environ 7 000 enfants. Donc, ce n'est pas des échantillons petits, là, on parle vraiment euh, des échantillons qui nous permettent d'aller faire des analyses statistiques qui sont quand même intéressantes. Donc, moi, je vous présente les données vraiment, puis ça, c'est aussi important parce que lorsqu'on regarde ou lorsque les études qui ont été faites auparavant, des fois, on avait tendance à inclure des familles autochtones ou des familles des autres minorités visibles, etc. Puis qu'est-ce qui fait quand on utilise un échantillon qui est comme diversifié, c'est qu'on ne voit pas vraiment c'est quoi l'ampleur, si on veut, des disparités. C'est pour ça que lorsque je vous présente mes résultats, c'est vraiment intentionnel de vraiment seulement parler des enfants noirs et les comparer avec les enfants blancs. Donc, ce nom minorité, ça veut dire les enfants blancs. Et quand on prend l'échantillon des enfants anglophones, on voit, lorsqu'on les suit, ces enfants, à travers leur trajectoire de service, que ces enfants sont environ, l'écart, c'est environ 5 fois. Donc, leur proportion ou leur ampleur dans chacun des pistes de service est environ 5 fois le poids des enfants blancs.
Donc, lorsqu'on parle d'aller au tribunal, lorsqu'on parle de placement, lorsqu'on parle de suivi en contexte LSCPA, lorsqu'on parle de récurrence ou une fois un dossier est fermé en protection, euh, pour un enfant noir, on voit qu'il y a un écart, ils sont 5 fois plus portés à se revoir un autre signalement à nouveau, donc récurrence. Puis, on voit que c'est aussi stable. Donc, c'est comme si une fois qu'on rentre dans le système de protection de la jeunesse, notre taux, notre représentation, puis l'écart avec les enfants blancs reste quand même stable à travers tout le trajectoire de service. Pour les enfants anglophones et francophones, donc les enfants montréalais, on voit justement que l'écart est peut-être pas aussi élevé que lorsqu'on compare les enfants noirs anglophones avec les enfants blancs anglophones, mais il est quand même plus élevé. Je pense que les différences qui expliquent cette légère différence, c'est probablement en lien avec le fait que les enfants noirs anglophones ont comme une double minorité, dans le sens où ils sont vulnérables en tant que race, mais aussi en tant que la langue. Donc, on voit quand on utilise les enfants anglophones et francophones que justement, il y a des différences, mais il y a l'écart malgré tout. Et que aussi, ça reste quasiment stable. Je vais peut-être pas trop parler de cette deuxième étude. Ben, je ne vais pas trop parler, mais je vais juste dire qu'on a pu justement évaluer euh, les différences au niveau du trajectoire de placement. Donc, on a pu constater à travers, et ça c'est l'échantillon des enfants noirs anglophones comparé à les enfants blancs anglophones, on voit que la durée de placement pour les enfants noirs est plus longue. Donc, les enfants noirs vont passer plus de temps dans un milieu substitut comparé aux enfants blancs et puis qui vont aussi bouger de placement plus fréquemment. Donc, on voit plus d'instabilité dans les placements lorsqu'on compare les deux. Euh, Ici, qu'est-ce que ça indique? En fait, c'est que on voit que les enfants noirs euh, sont au niveau de justement le temps que ça prend pour la réunification familiale. Donc, c'était une étude qui parlait de justement le temps de réunification familiale. On voit que le délai de réunification est plus long pour les enfants noirs comparé aux enfants blancs. Et là, c'est intéressant parce qu'avec un modèle statistique, on peut mettre plein de facteurs dans notre modèle, puis on voit aussi les limites de tout ce qui est ces manipulations statistiques. Parce que justement, on est en train d'utiliser des données qui n'est pas nécessairement, qui n'ont pas été conçues, si on veut, pour des analyses euh, très, très, très poussé parce on est limité dans qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre modèle statistique parce que ce sont des données clinico-administratives, donc des données qui sont utilisées pour justement faire le travail du DPJ et non nécessairement pour comprendre les raisons en cause de l'implication au niveau du DPJ. Mais on peut voir lorsqu'on met des choses comme l'âge, le type de maltraitance, la durée de placement, que justement, euh, à la base, on voit qu'il y a des différences au niveau de la race de l'enfant, mais plus que de facteurs qu'on met dans notre modèle de statistique, on voit que la variable de race perd un petit peu sa significance. Donc, lorsqu'on met la durée ou lorsqu'on a ajouté la question de durée de placement, on a vu que justement, en contrôlant pour les autres variables, la question de race a perdu un petit peu sa poids. Donc, c'était pas une question de race, mais c'était plus une question de, de, de déplacement dans les placements. Euh, mais quand on sait que les enfants noirs sont plus portés à vivre de placement ou d'instabilité dans des placements, on se pose aussi des questions, hein. Donc, des fois, au niveau méthodologique, on est limité dans qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Mais je peux vous dire qu'une des choses, lorsque ces études ont été faites aux États-Unis, qui peut expliquer pourquoi qu'on peut voir ou constater des délais de réunification, c'est au niveau de tout ce qui est des services. Donc, on constate que les familles noires n'ont pas autant de services une fois qu'ils sont
dans le système de protection de la jeunesse. Malheureusement, dans mon modèle statistique, j'ai pas cette variable-là pour me mettre dans le modèle, mais peut-être que ça serait une chose qui pourrait influencer nos résultats. L'autre étude que j'ai fait plus récemment, puis qui a été publiée, en fait, je pense au mois de janvier ou février, c'était aussi dans la question de justement qu'est-ce qui arrive une fois que le dossier en protection est fermé. Donc, j'étais intéressée à comprendre la réalité entre les trajectoires la réalité entre une fois un dossier fermé en protection de la jeunesse, euh, est-ce qu'il y a des différences dans les jeunes, des différences ou des disparités raciales sur justement un suivi dans le cadre du LSGPA, dans le délinquance juvénile. Donc, je voulais voir justement, est-ce qu'il y avait des différences dans des dossiers en protection de la jeunesse entre les enfants noirs et les enfants blancs sur une subséquente intervention, ou pas subséquent, mais sur une intervention en justice. Et ça a été intéressant parce qu'on avait quand même un échantillon de 7 963 jeunes. Et puis, parmi ces 7 963 jeunes, on a 1013 qui ont été suivis en LSGPA, donc qui ont commis un délit dans le cadre de la LSGPA. Et ça représente en fait 12,7 % des jeunes. Euh, On peut parler des différents facteurs. Donc, on a pu comparer les enfants noirs des enfants blancs. Puis, je pense que ce qui est intéressant lorsqu'on compare le profil de service et les caractéristiques de ces dossiers, on voit qu'il y a des différences dans justement les enfants qui sont signalés pour le trouble de comportement. Puis ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des écarts. C'est sûr que lorsqu'on parle de type de maltraitance, là, je ne l'ai pas souligné, mais on voit des différences en tant qu'abus physique, parce que les enfants noirs sont plus portés à être suivis pour des cas d'abus physique. Mais je ne savais pas qu'il y avait des différences au niveau du trouble de comportement, qu'en fait, les enfants blancs sont plus, leur proportion est plus élevée que les enfants noirs dans cette question de trouble de comportement. Et au Québec, on est une des seules provinces qui permet de justement agir sur le trouble de comportement à travers la loi de la protection de la jeunesse. Ça veut dire qu'on a la possibilité, si on veut, quand on constate des troubles de comportement, de soit appeler la protection de la jeunesse, DPJ, ou la police. Hein? Et ça, c'est intéressant pour moi, qu'on voit que justement, on a tendance à peut-être plus appeler la protection de la jeunesse pour les enfants blancs que pour les enfants noirs. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais peut-être signaler. L'autre chose qui est intéressant avec cette base de données, c'est qu'on a, en fait, on a pu créer des variables qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres projets de recherche qui traitent la question de surreprésentation de mes recherches, comme justement la question de statut migratoire et aussi la question de langue. Donc, on peut constater que justement, il y a des différences dans les familles noires comparées à des familles blanches. Ça, ce sont des différences que vous constatez sûrement sur le terrain. On a une plus grande proportion de familles, des enfants qui sont de première génération que des enfants blancs de première génération. Et puis, on voit aussi qu'il y a des différences au niveau de la langue. Donc, la langue, on a plus grande proportion des enfants noirs qui vont parler une langue autre que le français. Juste aussi à noter, c'est qu'on a aussi des variables à travers ces données clinico-administratives qui nous permettent de parler de justement la disparité matérielle, donc la question de pauvreté et aussi la disparité sociale. Donc, ça, c'est des variables qu'on est capable de mettre dans notre modèle lorsqu'on va faire nos analyses. Alors, ce qu'on constate au niveau de justement
je vais passer tout ça, je vais aller au jus des résultats. Ce qu'on constate lorsqu'on met tous les variables en tant que âge, le type de maltraitance, quand on met si l'enfant est placé ou non, si l'enfant est en centre de réadaptation ou non, on voit que les facteurs qui vont prédire, si on veut, le fait qu'un enfant soit suivi une fois le dossier est fermé en protection de la jeunesse, par la loi LSGPA, ces facteurs qui prédit, ça, c'est le fait d'être un garçon. Euh, les jeunes qui sont signalés plus âgés, donc plus tard, donc plus vers l'adolescence, si on veut, ont plus porté à être suivis par la suite en LSGPA, combiné avec le fait d'être placé en centre de réadaptation ou d'être suivi pour le trouble de comportement. Le fait de vivre de l'instabilité dans nos classements, le fait d'être signalé par l'école ou par la police, le fait d'avoir de la pauvreté matérielle et le fait de parler une langue autre que le français. Donc ça, c'est les facteurs qui vont prédire, si on veut, un suivi par la loi de jeunes contrevenants. Et lorsqu'on regarde les facteurs qui, si on veut, protègent un peu, ça c'est aussi, je trouve ça intéressant, c'est qu'on voit que le fait d'être première génération, en fait, ça protège contre l'implication dans tout ce qui est la loi de la LGPA. Je dirais que si on est, pour ceux qui pratiquent sur le terrain, je pense que ça fait peut-être de sens ou peut-être pas. On peut parler de justement les études qui passent aux première génération, deuxième génération et troisième génération. On sait qu'il y a des facteurs de protection autour de première génération qui ne sont pas les mêmes ou qui ne sont pas nécessairement présents dans tout ce qui est la troisième génération. Donc, ça explique un petit peu ça, je pense. Puis, on peut voir au niveau du durée de service. Donc, plus longtemps qu'on est suivi en protection de la jeunesse, moins de chances qu'on se retrouve à travers la loi LSGPA. Donc là, la variable d'intérêt, on s'intéresse à tout ce qui est la question de race. Et puis, je peux dire que la question de race, en fait, c'était une des variables qui prédit. Puis quand on compare les enfants noirs avec les enfants blancs, on voit que les enfants noirs sont 81% plus susceptibles d'être suivis dans le cadre de LSGPA comparé aux enfants blancs. Et ça, c'est même après qu'on contrôle pour les variables. Donc, même après qu'on contrôle pour le type de maltraitance, après qu'on contrôle pour tout ce qui est le type de placement, on voit que le fait d'être noir est quelque chose qui prédit oui ou non si on se retrouve dans la loi LGPA. On voulait aussi, ou ben, moi je voulais aussi comparer les différences dans ce cohorte de jeunes suivis par LSGPA, donc de voir est-ce qu'il y a des différences entre les enfants noirs et les enfants blancs qui sont suivis par la loi de LSGPA. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même similaires. Il y a des similitudes entre les deux groupes de jeunes, sauf dans tout ce qui est le mesure reçue. Donc, on constate que même si on ne voit pas de différence statistique dans le type d'événements commis, dans le type de délit, donc on ne peut pas parler de notes ou de cas plus sévères de criminalité pour les jeunes garçons noirs versus les jeunes garçons blancs. En fait, ils ont les mêmes types de délits, même type d'événements. On constate qu'il y a quand même des différences au niveau des mesures. Donc, on voit que les jeunes enfants, les adolescents blancs vont être plus portés à une plus grande proportion d'eux vont recevoir des services pas des services, mais des sanctions extrajudiciaires. Si vous savez c'est quoi les sanctions extrajudiciaires, c'est en fait un format qui permet de régler le tout à l'extérieur du tribunal. Puis lorsqu'on regarde vers la droite, ma droite, je ne sais pas, mais au niveau de tout ce qui est les peines de placement, donc la détention, on va voir une plus grande proportion des jeunes noirs qui vont être détenus à la suite d'une décision ou d'une peine ordonné par le tribunal.
On va aussi constater que même après avoir commis ou être suivi pour un premier délit ou une première euh, peine, que ces jeunes noirs vont plus porter à récidiver. Donc, ils vont être de retour en tribunal après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans les deux cas, je pense, dans les deux cas en protection de jeunesse, mais aussi en protection, ben, pas en protection de jeunesse, mais aussi en délinquance juvénile. On voit à quel point qu'une fois qu'une famille noire ou un jeune noir rentre dans le système, il est plus difficile de le faire sortir. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose à noter. Et puis, qu'est-ce qui est aussi à noter, c'est que malgré qu'on est dans un contexte, tu sais, au Québec, si on compare tous les services qu'on a, si on compare le fait qu'on a une philosophie de bien-être en ce qui traite la jeunesse, dans le sens où on peut répondre à des questions de troubles de comportement à travers la protection de la jeunesse, on voit quand même des différences dans les taux qui sont similaires à ce qu'on constate aux États-Unis, où on n'a pas les mêmes services tels que les CLSC, les CIUS, pour offrir aux jeunes. Là, je vais terminer avec les données. Il n'y a plus de données. Je vais parler de justement euh, le regard, parce que là, on parle des données, mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc, de les mettre en lien avec la question de racisme anti-noir. Euh, et puis, c'est sûr qu'on peut parler de trajectoire différentielle, croiser des chemins, inégalités de sociales. Mais pour moi, tous ces différences qu'on constate, pour moi, c'est du racisme anti-noir. Et lorsqu'on parle de racisme anti-noir, on parle vraiment d'une forme de racisme qui est vraiment spécifique et unique aux personnes noires à cause d'un contexte historique qui est unique aux personnes noires. Lorsqu'on parle de l'esclavage, euh, et puis, c'est pour ça que c'est important pour moi, lorsque je fais mes analyses, de vraiment m'assurer que je suis en train de parler de les enfants noirs. Donc, je ne parle pas des Premières Nations, je les exclus de notre échantillon parce que c'est une autre réalité. Je mise sur la question des enfants noirs en relation avec les enfants blancs. Puis, ce cadre, justement, il y a des gens qui vont peut-être croire que le racisme anti-noir, c'est un cas théorique. Ce n'est pas un cas théorique, c'est un phénomène. Mais pour comprendre ce phénomène, on a besoin de parler de la question de anti-blackness, la suprématie blanche et la capitalisme racial. Et lorsqu'on parle de ces trois phénomènes, le anti-blackness, par exemple, on est en train de dire ou de reconnaître qu'il y avait un moment donné dans l'histoire où les personnes noires étaient considérées d'être des biens, hein? Donc où on ne reconnaissait pas leurs droits et leur humanité. Donc, on peut dire justement dans un cadre de anti-blackness que justement, on est en train d'engager même aujourd'hui dans une certaine déshumanisation de tout ce qui est les personnes noires et leurs droits en ce qui trait à exister, puis d'être dans la société comme part égale. Lorsqu'on parle du capitalisme racial et tout ce qui est la suprématie blanche, on est en train de parler que notre société est capitaliste, puis d'une certaine façon, ce capitalisme va bénéficier des personnes en pouvoir qui se donnent que ce sont des personnes blanches. Et lorsqu'on parle de suprématie blanche, on peut parler d'ethnocentrisme, mais on parle d'une façon de faire, des valeurs, un fonctionnement qu'on privilège qui est vraiment sur tout ce qui est des normes et des peuples d'origine européenne, qui ne prend pas nécessairement en valeur les connaissances, la culture, les valeurs et les façons de faire qui ne sont pas, qui découlent pas des personnes blanches. Donc, les trois ensemble s'opèrent pour créer une situation de racisme anti-noir et pour justement régler cette question de racisme anti-noir, on doit agir sur chacun.
On peut aussi parler de profilage racial comme une forme de racisme anti-noir ou un mécanisme ou une façon de faire qui fait que c'est, ça, que ça existe. On parle de profilage racial dans tout ce qui est un traitement différencié, puis je pense que la présentation des données que je viens de vous faire démontre un certain traitement différencié, une certaine façon qu'on traite ou que les familles noires, les enfants noirs sont suivis au sein du protection de la jeunesse jusqu'à tout ce qui est le LGPA. On peut parler de surveillance accrue, hein, lorsqu'on pense à tout ce qui est l'école, les rôles des écoles puis la police dans la vie des familles noires. Puis on peut aussi parler d'accès inégal aux services dans le sens où comment ça se fait que justement on se retrouve avec une surreprésentation des enfants ou des familles noires dans des systèmes carcéraux, mais un sous-représentation dans tout ce qui est le milieu préventif, lorsqu'on parle des CLSC, hein, dans nos services plus volontaires. Et cette sous-représentation ou cet accès inégal est peut-être en lien avec justement la langue, donc l'accessibilité de ces services, aussi au niveau de la culture, donc l'adaptabilité de ces services aux personnes noires, et aussi une certaine méfiance. Donc, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire que les institutions peuvent jouer un rôle, peuvent venir en aide, les mêmes institutions qui sont aussi une source d'oppression pour les familles noires? Et c'est justement ce que j'ai tenté de faire. Donc, je réalise que je publie beaucoup en anglais. Donc, j'ai fait un effort l'année passée de vraiment publier en français parce que je pense que c'est une lecture qui est nécessaire. Et qu'est-ce que justement j'avance dans cette publication, c'est l'idée qu'on devrait s'interroger sur le manque d'efforts et des mesures suffisantes pour remédier à ces inégalités. Ah, donc, une partie du racisme anti-noir, c'est le fait que justement, on est en train de tolérer une certaine situation sans vraiment y remédier, hein, sans vraiment faire des efforts pour trouver des solutions. Puis on va parler plus de ça tantôt. Qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce que... Puis je ne veux pas non plus dire qu'il n'y a pas des efforts qui se font. Je pense que oui, il y a des efforts qui se font. Euh, puis, il y a des pratiques qui sont privilégiées. Donc, on peut parler de justement la question de représentation. Donc, on peut justement parler du fait que je pense que les CIUS, des efforts pour aller recruter. Même nous, en école de travail social à McGill, on fait un effort de recruter plus d'étudiants des communautés racisées, des communautés noires, des autochtones, etc. Donc, cette question de représentation, c'est une pratique qu'on privilège. On parle aussi de formation, donc la formation sur la question de diversité. Puis quand je parle des pratiques privilégiées actuellement, ça veut dire que ce sont des pratiques qu'on fait, mais on ne sait pas à quel point ils sont efficaces. Donc, on peut poser la question de tout ce qui est la formation sur la diversité versus peut-être racisme anti-noir. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. On voit aussi beaucoup de postes qui sont créés dans tout ce qui est l'équité, diversité, l'inclusion. Mais est-ce que ce sont des postes avec pouvoir? Est-ce que c'est réaliste de croire qu'une personne au sein d'une institution peut faire le changement nécessaire quand c'est des fois un mouvement, ça prend un mouvement? On peut aussi parler justement parce qu'en 2021, on a eu le ministre sur la lutte avec tout ce qui est le racisme. Est-ce que c'est suffisant? Euh, Puis on peut parler aussi de tout ce qui est le programme de parentalité pour les familles immigrantes. Donc, il y en a beaucoup de programmes justement pour les familles immigrantes, mais est-ce que ça, c'est la même chose dans le sens où est-ce que tous les personnes noires ou tous les enfants noirs sont des immigrantes? Est-ce que les besoins sont similaires? Euh, et lorsqu'on parle d'immigration, euh, ou pratiques interculturelles, ou est-ce qu'on est en train de parler de tout ce qui est changement au niveau systémique, structurel? Euh, Est-ce qu'on est en train de miser là-dessus dans ces programmes de parentalité? Euh,
responsabilité partagée, donc ça, c'est quelque chose que je crois qu'on est d'accord. Ils vont dire la protection de la jeunesse, c'est une loi de l'exclusion. On ne peut pas y aller seul. On a besoin de travailler en collaboration, en partenariat avec le milieu. Et là, le travail que je fais actuellement est en train de comparer différentes façons de collaborer, de travailler avec les communautés noires. Donc, un modèle qui est où la communauté noire est vraiment à l'intérieur de la protection de la jeunesse. Donc, dans ce modèle-là, on peut parler dans le cas des équipes qui sont formées de personnes noires et qui sont supervisées par une personne noire. Donc, dans ce modèle-là, on constate à quel point que, on peut justement intervenir au sein quand même, puis ça a des limites d'intervenir au sein de la protection de la jeunesse. euh, Au niveau de sur justement comment est-ce qu'on peut plaidoyer sur les droits puis les injustices. On peut aussi trouver le modèle qui est le modèle de partenariat avec les organismes communautaires noirs. Donc, pour ça, je pense à Option Plus, PCHM, je pense à Maison d'Haïti. En fait, c'était le modèle de Maison d'Haïti qui était le modèle pionnier, si on veut, sur l'idée de partenariat formel avec la protection de la jeunesse. Et dans ce modèle-là, on a besoin de parler ben, de pouvoir dans le partenariat. Est-ce qu'on a vraiment le même pouvoir? Est-ce qu'on a les mêmes ressources? Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Et un autre modèle où on peut trouver la communauté noire qui est en peut-être collaboration avec les CIUS, mais pas vraiment en lien avec la protection de la jeunesse. Donc, dans ce modèle-là, on peut parler d'un manque de pouvoir vraiment sur la prise de décision, manque de partage de l'information, puis un genre, ben, en fait, les intervenants qui parlaient de ce modèle-là disaient, ben, écoute, on est là quand eux, ils ont besoin de nous, mais quand nous, on a besoin d'eux, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les trois différents modèles, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est malgré que on est en train de partager ou de travailler en collaboration avec le centre jeunesse, il y a quand même un sentiment qui a été partagé par les personnes ou les intervenants noirs au sein de chacun des modèles qui disait, ben, on vit quand même du racisme anti-noir dans le cadre de notre institution, dans le premier modèle, où on se fait dire, ben là, c'est de la ségrégation, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas juste que vous travaillez de cette modèle-là, est-ce que c'est ou de la part de justement la communauté les organismes communautaires qui disent, ben écoute, on n'a pas de financement, on reçoit beaucoup de dossiers pour baisser les listes d'attente, mais on n'est pas formé, on a le manque de personnel, notre financement n'est pas stable. Donc, dans les trois instances, on a des membres de la communauté noire qui dit on aimerait ça avoir notre propre gouvernance, on aimerait ça prendre en charge nos enfants. Là, j'ai presque fini. J'ai juste deux diapositives, mais je veux parler de d'autres stratégies. Donc, d'autres interventions et actions qu'on peut mener. De un, on peut parler de, oui, l'importance de miser sur les communautés noires, mais on peut aussi parler d'avoir des formations qui parlent spécifiquement, explicitement sur le racisme anti-noir. On peut parler de justement des pratiques inclusives qui abordent le fait de nommer le racisme anti-noir, des postes de direction qui sont donc au-delà de la représentation sur le terrain, mais aussi la représentation dans la direction. On peut parler de mécanismes en place pour signaler des cas de racisme anti-noir. On a aussi besoin de reconnaître à quel point que c'est pas juste une question de nos clients, mais aussi question de nos intervenants. Donc, comment est-ce qu'on répond aux intervenants qui vivent le racisme anti-noir? On a besoin aussi de parler des outils puis des mécanismes pour surveiller euh, la collecte de données, donc les données, puis aussi de voir ou de pouvoir savoir, ben, lorsqu'on va lancer un tel programme, initiative ou politique, est-ce que ça va vraiment amener un changement? Donc, cette idée de suivre les données au fil de temps à travers nos interventions.
Et aussi, c'est favoriser justement des changements au niveau structurel, au niveau politique, économique, pour large, plus large, pour vraiment agir sur la question de racisme anti-noir. Hein, donc, de vraiment s'attarder sur les inégalités sociales. Puis pour terminer, qu'est-ce qui est important à peut-être nommer, c'est que l'absence de données entraîne une absence de réponse. Donc, c'est pas recommandé que la seule fois qu'on peut avoir le portrait des enfants noirs, c'est à travers des demandes ou des projets de recherche. On peut aussi parler d'une certaine tolérance. Donc, il faut nommer cette tolérance, il faut nommer le fait que ça fait des décennies qu'on est en train de constater un problème qui affecte une partie de la population, puis on semble très à l'aise à faire des petits changements peut-être dans la pièce. Hein. Donc, on peut peut-être réalimenter ou réaménager le fauteuil, mettre un petit cadre sur le mur, mais si on ne change pas de la pièce, mais on est quand même dans la pièce. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment s'attarder à des solutions qui vont aller s'attaquer à ces raisons structurelles? Puis, c'est sûr que le fait qu'on collecte pas des données et qu'on nomme pas le racisme anti-noir. Le fait qu'on va nommer tout ce qui est des minorités ethnoculturelles, des minorités visibles, des communautés culturelles, quand est-ce qu'on va vraiment nommer le racisme anti-noir? Parce que pas nommer le racisme anti-noir est justement le racisme anti-noir. Merci.